On repart les amis, Rodolphe Bonas, Karine Sanouillet, Vincent Maillet. Alors, abonnement, qui veut... Je ne comprends rien. Donc, ah oui, non, franchement, là. Donc, j'ai été regarder Monopflix. Oui. Opérer une rétention du business acquis. J'ai adoré, j'ai lu un article, c'était les trucs de consultants, tu sais. Nous allons opérer une rétention du business acquis. Ouais, enfin d'accord, mais tu le payes, quoi, ton business acquis. Donc ça veut dire que tu vas perdre la marge sur ton business acquis. Alors, formule d'abonnement, alors. Donc, formule d'abonnement, vous avez sans doute vu ça. Vous payez donc un abonnement de quoi ? 10-12 euros. 5-6 euros. 5-6 euros parfois. Et vous avez des réductions qui sont parfois, enfin, je crois que c'est Casino, c'est... 10% sur l'ensemble de ton panier de courses. 15% sur les marques distributeurs pour Carrefour. Ça fait des belles 10% sur les courses, le père de famille nombreux que je suis, ça peut représenter... Ça fait des sous. Ah oui, oui. La réalité, c'est que là, la grande distribution alimentaire française court derrière un rêve, qui est de se dire, finalement, est-ce qu'on peut faire évoluer notre modèle un peu à l'image d'une enseigne très connue et qui est présente d'ailleurs en France, qui est Costco, qui finalement a monté tout son modèle économique sur une logique d'abonnement. C'est-à-dire vous payez une carte et cette carte vous donne accès au magasin et à partir de ce moment-là, l'ensemble des revenus, c'est-à-dire la contribution au résultat de l'enseigne vient de la carte et du coup dans le produit, on peut offrir des produits à des prix qui sont finalement sans marge, tapés au maximum avec des logiques d'enseigne qui sont complètement différentes. Et donc c'est ce qu'on est en train de tester en France. On va être d'accord, je vais le dire très franchement. Oui. Pour que ça marche, il faut que ce soit une escroquerie. Non. Pour que ça marche, il faut que j'ai l'impression... et pour que ça marche, il faut que le magasin récupère sur mon panier davantage que ce que je vais pas forcément payer en abonnement. Finalement, l'objectif, c'est que vous faites vos courses une fois chez Leclerc, une fois chez Carrefour. En prenant l'abonnement, ça va être 2 fois chez Carrefour. D'accord. Donc, c'est pas forcément une escroquerie vis-à-vis du consommateur, mais c'est un hold-up vis-à-vis des concurrents. Le mot important, là, vous avez lu tout à l'heure, c'est rétention. Rétention. Voilà. Et en fait, dans ce mot-là, il y a à peu près tout ce qu'il faut comprendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous cherchez à fidéliser vos clients. Vous cherchez à la fidéliser sur des produits. Là, on parle de produits récurrents, donc ça va être quoi ? L'eau, la lessive, voilà. Un certain nombre de produits. Ça veut dire que c'est pas le cas. Et là, je tombe des nues. C'est pas le cas dans la grande distribution. Moi, j'avais l'impression qu'on était massif. Non, en fait, le point, c'est que on va pas tous faire nos courses dans le même supermarché. Les cartes de fidélité actuelles, en moyenne, les Français ont 2,5 cartes en moyenne dans leur portefeuille qui sont actives. C'est-à-dire que d'un côté, je vais acheter mon frais dans telle enseigne, de l'autre côté, je vais une fois dans l'enseigne qui est proche de mon lieu de travail, une fois proche de mon domicile. Okay. Donc en fait, cette hésitation permanente... Il n'y a pas une seule. Voilà, exactement. Il y en a plusieurs, cette hésitation permanente, elle a finalement un coût. Et donc la mise en œuvre de cette logique d'abonnement, tout d'un coup, elle permet... Elle rend captif. Elle permet d'empêcher la volatilité de la clientèle. Voilà. Et ça c'est un vrai gain. Et même, c'est pour ça que derrière tout ça, il y a même des réflexions de modèle. Ce qu'il faut comprendre, c'est le modèle de la distribution traditionnelle qui consiste à faire achat, revente, marge, c'est-à-dire j'achète, je revends, je prends une marge. Lorsque je bascule dans un mode d'abonnement, finalement, je me mets dans une condition de dire attends. Finalement, tout mon modèle économique, en fait, je peux tirer un profit de mon activité différemment de ce que je faisais initialement. Alors, c'est ça ce qu'on cherche à faire. Et on se rend compte que Costco, quand même, est une des enseignes au monde qui est une des plus rentables avec son système. C'est beaucoup de modèles d'enseignes qui y vont, parce que le Fnac Darty a aussi lancé des modèles d'abonnement. Ah oui, tout le monde y va. Cette année. Voilà, moi, l'étonnement que j'avais dans la proposition de Carrefour, c'est qu'il n'y a pas de livraison. Alors que c'est un vrai sujet. On va y aller après sur la livraison. On va y aller après. Tu voulais rajouter quelque chose sur sur la rétention du business acquis ? Parce que je voulais la rétention du business acquis. Mais c'est vachement important parce que en fait, non mais la phrase est vachement importante, même si elle est écrite un peu effectivement. Voilà. À mon avis, par un de tes confrères. je sais pas. Je veux pas critiquer mes confrères. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a un enjeu qui est important, c'est la fréquence de visite. Ouais, c'est ça. Et donc, à la fréquence, vous pouvez associer immédiatement un panier moyen et donc vous multipliez du chiffre d'affaires. Donc, le fait de mettre en place de l'abonnement, c'est une façon sur des produits essentiels, d'accord ? En plus, sur des produits essentiels ou des produits de MDD, donc des produits finalement de fonds rayon, plutôt du quotidien, etc., vous augmentez la fréquence de visite de vos clients. Donc finalement, ce que ça peut vous coûter, quand la question où est l'escroquerie, je comprends. Ce que ça peut coûter en relatif à l'enseigne, finalement, elle va le récupérer sur le chiffre d'affaires qu'elle va faire sur ses clients en gagnant la fréquence. Les échos que j'ai, c'est que les Français ne s'y trompent pas parce que les formules sont assez successful. Apparemment, les enseignes qui testent le modèle
modèles dans l'alimentaire sont assez satisfaits de ce qu'ils ont mis en place. Je te confirme, quand tu vois la formule, tu te dis où est le bug. C'est-à-dire que si tu n'as pas tous les éléments d'information que vous venez nous apporter là, tu dis là où c'est génial, c'est qu'après, en termes de volume sur un certain nombre confère la discussion qu'on a eue tout à l'heure sur les RFA et les gains et les marges des enseignes. Je veux dire, quand vous arrivez à mettre en place de l'abonnement, des gros volumes d'abonnement, et donc finalement à vous engager sur des abonnements vis-à-vis des industriels, vous rentrez aussi dans des logiques qui sont plutôt vertueuses. Ce qui me fait penser d'ailleurs qu'on va faire une émission sur l'économie de l'abonnement. Parce que ça aussi, c'est quelque chose de Netflix à Carrefour, en passant par les licences digitales. Il y a là un truc extraordinaire. Cette économie de l'abonnement qui met terriblement à mal tous ceux qui ne peuvent pas l'être. C'est-à-dire que lorsqu'on parle du textile, du voyage ou même encore de la santé, finalement, on voit très bien que c'est souvent ces secteurs qui sont les variables d'ajustement. T'as raison. Plus on est dans l'abonnement, finalement, oui, parce qu'après, parce qu'après, c'est du revenu libre qui se réduit. Bien sûr, plus on est abonné. C'est de la dépense contrainte. Surtout, c'est de la trésor. Oui, c'est de la trésor pour celui qui lance la formule. Mais pour le consommateur, ça fait encore moins de possibilités d'arbitrage, c'est ça, que sur son revenu disponible. Oui. Exactement. Après, sur l'alimentaire, c'est vrai que c'est une vraie question. C'est que le consommateur, il perd une chose, c'est sa liberté. Ouais. Et c'est un vrai changement de modèle pour les distributeurs de GSA, parce que à un moment, ils n'ont plus la même relation avec le client. Ils rentrent dans une relation grande surface alimentaire. Ils rentrent dans un modèle qui est un peu celui des opérateurs téléphoniques. Et on peut dire que la relation client entre les consommateurs et les opérateurs téléphoniques, c'est pas la meilleure relation qu'on puisse souhaiter. Donc il faut faire juste attention que quand on rentre dans un modèle d'abonnement, ça change complètement le contrat de la marque avec son client. Donc c'est un point de vigilance. C'est ça. Si je suis abonné et j'ai renoncé à ma liberté, il faut que je trouve ce dont j'ai besoin, ce dont j'ai envie. Tu as intérêt à être bien achalandé. Exactement. Et il y a un niveau de service qui doit être excellent. C'est l'autre truc derrière, c'est les livraisons. C'est-à-dire que... Alors, je réfléchissais à ça, je me disais, tiens, est-ce qu'on est passé de... Donc, Bompard débarque à la tête de Carrefour et c'est Act for Food. Et j'ai l'impression qu'on est passé, en fait, de Act for Food, c'est-à-dire du produit, à la façon dont on nous l'apporte. C'est-à-dire que la bataille, elle se fait maintenant davantage sur la livraison et l'ensemble de ces éléments-là. Non, tu es sceptique sur ma trouvaille dont j'étais pourtant très fier. Ouais, non, mais en fait, vas-y. Non, c'est un continuum, cette affaire-là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne peut plus avoir de rupture entre la promesse que l'on tient et le service que l'on va rendre. Ça, c'est une réalité. On est tout à fait d'accord pour dire que de plus en plus, et c'est aussi un peu terrible, c'est-à-dire la course à la conquête de parts de marché a mis un certain nombre d'acteurs, et en particulier dans le domaine de l'alimentaire, à ne pas valoriser des logiques de service. Si on parle du Drive, par exemple, qui est un dispositif qui économiquement est absolument incroyable, c'est une bonne affaire pour un consommateur, parce que finalement, il va avoir le même prix de ses produits, alors qu'il ne va plus les choisir dans le rayon, il y a quelqu'un qui le fait à sa place. Donc on voit bien que le service, là, ici, a une valeur de zéro, parce qu'on se dit, il faut qu'on arrive à conquérir des parts de marché. Donc, à la question de dire, on bascule d'une notion d'acuité et d'attendu sur la qualité des produits à une logique de service, je dirais pas ça, parce que la qualité et l'attendu de ce qu'il y a dans les produits, ça, c'est un phénomène sociétal lourd, c'est-à-dire, et qui va irriguer l'ensemble qui est en train de ruisseler. Si on parle souvent de stratégie de ruissellement, là, pour le coup, on voit très bien que ça irrigue la totalité des couches sociales de notre pays. Ça, qui nous ramène à la discussion qu'on avait sur le ultra hard discount. Exactement. Je suis absolument d'accord. En France, et le Covid a accéléré les choses. L'attente de santé et d'impact environnemental par les consommateurs dans leurs achats, c'est devenu quelque chose d'extrêmement important. Sur la santé, vrai que ça, Karine On a démarré en parlant du prix. Je vais faire mon Michel-Édouard Leclerc de base, mais... Du prix, oui, mais 60% des consommateurs disent que dans leur acte d'achat, ils prennent en compte d'une manière ou d'une autre. Alors, certains, c'est avec le local, d'autres, c'est avec le bio. Voilà, chacun a son... Et pas sur tous les produits, Stéphane. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire cette conscience, elle est partout,
mais elle est de manière un peu matricielle. D'accord. Elle est empirique partout. Il faut arriver à suivre entre les Nutri-Score, les Eco-Score, etc. Bon, Oui, tout à fait. Mais c'est un phénomène qui est très important, qui est aussi amplifié par les médias parce que c'est devenu vraiment un sujet mainstream, bien mangé, bien consommé. Et donc, ça devient assez central chez les distributeurs, voire très central si on parle de Carrefour. Et chez les industriels, je regardais les lancements de produits dans l'agroalimentaire ou la grande conso, c'est 8 sur 10 qui ont d'abord un bénéfice autour de l'impact environnemental ou santé. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'innovation, c'est plus pratique, c'est mieux. Oui, c'est ça. C'est mieux qu'en tube. C'est vraiment un argument moins d'impact ou santé. Voilà. Donc c'est mainstream. Juste pour illustrer, parce que je vais revenir sur les livraisons. Ouais, on n'aurait pas imaginé quand même de retrouver sur nos écrans de télévision en publicité une grande marque de fast-food international, faire une pub entière sans présenter un seul de ce produit, en ne présentant exclusivement que ses actions sur l'aspect environnemental et social. Tu parles de qui, là, de McDo ? Exactement. Ouais, mais il y a un moment qu'ils font ça, McDo. Non, mais là, c'est la première fois qu'ils ne parlent que de ça. Il n'y a pas de produit à côté, il n'y a rien. Ça, c'est quand même... ça veut dire qu'à un moment... Bon, mais ça, c'est un autre sujet. Mais ils ont une telle puissance. À un moment, ils te montraient juste le Big Mac sans aucun logo, sans rien. Ça suffisait aussi, quoi. Ils sont tellement identifiés. Les livraisons, Vincent, ça t'intéresse ? Non, parce que je regardais là, Cajou, Getir, Gorillaz, Flink. Picnic, alors ça c'est un tout nouveau modèle, ça, Picnic, j'ai vu ça, le modèle qui vient de Belgique. Hollande, non ? Ou de Hollande, enfin... C'est pareil. C'est les mêmes. Même pas. Mais c'est pas loin. Non, il y a justement une sacrée frontière, oh là là, au milieu de la Belgique. Ils vont ringardiser le drive, en fait ? Oui, c'est possible. Oui. C'est possible. Ils vont... Moi, je pense que... Vas-y, Vincent. Je pense que la norme demain, c'est la livraison. Oui, et que la part congrue, ce sera d'aller en magasin. Oui, mais ça met par terre, parce que tu plaisantais sur mon titre, les défis de la grande distribution. Ouais. Quand Leclerc, je voyais ça, Leclerc est numéro 2 du e-commerce devant Cdiscount, grâce évidemment au drive. Si jamais le drive devient ringardisé, le drive va pas se ringardiser. Le drive peut devenir aussi un point de base pour aller livrer les gens. Ça commence à être le cas. D'accord. Je pense qu'il faut séparer. Il y a deux configurations. Il y a les villes, les centres-villes, et les banlieues ou la province. Le drive... Oui, mais dans les centres-villes, on était à l'heure du drive piéton. Oui, c'est encore un phénomène. Il y en a 500 ou 600 en France. Ça reste un nouveau phénomène. l'e-drive physique dans lequel on va en voiture, c'est un modèle c'est le modèle gagnant du Covid. Ouais. Ça baisse un peu en 2021, mais pas tant que ça. Donc vraiment, ça a conquis des clients. Et le e-commerce alimentaire, c'est le drive. La livraison à domicile, c'est l'épaisseur du trait aujourd'hui. Et après 20 ans... ça le restera Alors, ces nouveaux acteurs, la vingtaine de nouveaux acteurs, c'est vrai que c'est des modèles qui sont complètement nouveaux, qui sont extérieurs aux distributeurs, même s'ils mettent un peu d'argent ou s'il y a des partenariats. Picnic, ils travaillent avec Cora. Oui, tous. Ils ont 600 millions d'euros quand même, les gars. Oui, ils ont sérieux. Hein. Voilà, faut le prendre en considération. Moi, je pense que c'est une solution pour les villes. Oui. Les villes, c'est compliqué pour les distributeurs. C'est compliqué pour les histoires, les livraisons, c'est compliqué. Les clients sont pas là, comment on fait pour livrer ? Donc ces systèmes-là sont des très bons systèmes pour les villes. Yeah. Maintenant, on est ça foisonne. Il y en aura sûrement pas 20 à la fin. Trier le bon grain de livret. Vas-y, Rodolphe. Je partage à 100% ce que dit Karine, c'est vrai. Hein, le drive. Les villes, c'est là que sont les gens quand même. C'est là que sont les clients, les consommateurs. Le drive a démontré sa performance dans la ruralité et la périurbanité. D'accord ? Lorsqu'on est en centre-ville avec une forte densité de population, les drives piétons, il y a eu beaucoup d'expériences. Et ça marche pas, en fait. Ça marche assez peu. Ouais. Tous ces modèles-là, en fait, ils ont comme rêve de devenir demain le réfrigérateur du consommateur. C'est-à-dire de dire, finalement, ne stockez plus, ne faites plus rien chez vous, etc. Finalement, quelque part, vous avez en bas de chez vous un réfrigérateur qui est le vôtre, qui vous attend, etc. Et donc, c'est un peu ça l'idée de tous ces modèles. C'est pour ça qu'on appelle ça les dark stores, etc. C'est vraiment des logiques qui sont logistiques, avant tout. Hein. C'est vraiment une efficience de la logistique et qui, après, pourrait amener
à une efficience commerciale en se disant finalement dans les logiques de fidélité, et ça rejoint notre histoire d'abonnement, etc., on sait très bien que pour offrir ce maximum de services dont on parlait tout à l'heure, on dit voilà, les distributeurs commencent à goûter à l'abonnement, dans ces formules d'abonnement, on va se dire attends, grâce à ces nouveaux systèmes, on va vous offrir aussi un service de livraison et de disponibilité de vos produits grâce à ces dark stores et à tous ces modèles. C'est un peu ça. Là, il y a deux exemples qu'il faut regarder de près. Donc, vous prenez par exemple la Chine déjà. La Chine, pré-Covid, on était à peu près à 20% du commerce alimentaire qui se distribuait via du e-commerce. Ce qui est colossal. C'est-à-dire qu'en France, on est à 8. Donc, et encore, comme vous disiez très justement, ça a fortement progressé. Donc, on était à 20% pré-Covid. Là, aujourd'hui, post-Covid, on est à 35%. C'est-à-dire 35% du commerce alimentaire aujourd'hui qui est acheté via... Qui est acheté par des gens qui ne vont pas dans le magasin. Exactement. Voilà. Donc ça, mais ça peut être des formules de drive et des choses comme ça. Oui, non, ils se font livrer. Ils se font livrer. La livraison en Chine, et en fait, c'est vraiment rien. Donc ça, c'est un premier sujet. En plus, quand on parle d'alimentaire, on parle de le repas du midi, etc., etc. Donc on est entre, effectivement, l'alimentaire et la restauration, en fait, un peu comme Uber Eats, etc. Ça, c'est la Chine. Et puis, il faut regarder les États-Unis. C'est la bataille aujourd'hui qui a lieu aux États-Unis entre Walmart, Target, des gens comme Kroger et des gens comme Amazon, se fait aujourd'hui sur la livraison. Ouais. Donc sur des offres d'abonnement, et puis vas-y, moi je te livre devant la porte, et je te livre si tu me donnes la clé jusqu'à ton frigo. La serrure connectée, tout ça. Donc, avec des fréquences de passage qui sont très très hautes, c'est-à-dire qu'on passe plusieurs fois par semaine, etc. Donc on est dans une bataille de la livraison qui est totale, et du coup arrive le drone, les navettes autonomes. Il y a une petite boîte, c'est pas une petite boîte, ça s'appelle Nuro aux États-Unis, qui commence à livrer l'alimentaire pour Walmart par exemple, et on voit qu'il y a un engouement pour ce type de service. Donc, je ne veux pas jouer les Cassandres et faire peur aux distributeurs, mais pour moi, la livraison, quand vous êtes une famille plutôt périurbaine, d'ailleurs, parce que je pense que les gens... c'est pas exactement ce que disent les chiffres. Les chiffres disent que les urbains ont plutôt tendance à descendre parce que c'est la sortie. On l'a vu d'ailleurs pendant le couvre-feu. Moi, quand j'ai fait un observatoire, les Parisiens, 65%, étaient malheureux de ne pas pouvoir faire du shopping parce que ça fait partie de la qualité de vie, finalement. Donc, les urbains continuent à aller faire leurs courses en magasin et à descendre parce que c'est en bas, même s'ils se font livrer parfois. Mais les gros consommateurs sont périurbains. C'est-à-dire ce sont des gens qui ont été obligés de s'extraire un peu des villes, d'habiter en première ou deuxième couronne. Ils ont des ados. Les deux bossent. Ils font des trajets déjà pas mal en voiture, et pour arriver à mettre à peu près tout le monde d'accord et s'organiser, que ce soit le père ou la mère, en fait, se font livrer parce que ça facilite la vie et ça la rend un peu plus supportable. Donc on est un peu dans il y a un vrai je signe. Il y a un vrai engouement chez les jeunes. Bon, mais le risque pour la grande distribution, c'est de se faire désintermédier par l'ensemble de ces boîtes qui vont être d'une efficacité redoutable sur la logistique, qui ne pourront jamais suivre. Il va falloir... Il risque de se passer ce qui se passe à peu près dans les tous acheter. Les marchés. Oui, c'est qu'on perd de l'argent parce que c'est des modèles qui ne gagnent pas d'argent ou très peu. On perd de l'argent, on valorise parce qu'on va conquérir de la part de marché, ce qui a très bien réussi Amazon pendant des années, parce que Amazon et on se vend ensuite quand même tout récemment. Et puis un jour ça finit. Soit ils arrivent à craquer le modèle. Ouais, sauf que c'est pas leur métier, quoi. Soit ils se font acheter. Comment ? Sauf que c'est pas leur métier aux distributeurs. Je comprends, c'est un autre truc, quoi. En l'occurrence, on parle de la logistique. Oui, je te parle de la logistique, de l'ultra dernier kilomètre. Et ça fait partie du métier de la distribution. D'accord. Même la puissance et la force de la grande distribution. On l'a vu pendant le confinement. C'est-à-dire que pendant le confinement, à un moment, on a appuyé sur un bouton. L'État a dit on ferme tout. Qu'est-ce qui est resté ouvert avec un marché tout seul ? C'est les magasins. Il y a eu quelques ruptures dans les rayons et tout le monde se dit attends, il y a 50 000 références, il en manque 2 000, qu'est-ce qui se passe ? Mais ça a quand même bien fonctionné. Non, mais Rodolphe, le fait d'aller chercher le produit, de l'amener dans le magasin, d'être super efficace, etc., c'est une chose. Mais là, il faut le mettre dans le magasin, puis le sortir du magasin et l'amener chez moi. C'est autre chose. Je suis absolument d'accord. La grande distribution, c'est la logistique industrielle. Ouais. Là, on est dans du service de précision. Il faut que le client soit là. C'est beaucoup plus complexe. Alors, il manque un produit, le client est furieux parce qu'il a fait sa livraison. Il faut quand même redescendre, acheter les trucs. Donc, on est dans de la précision à l'individu. Et c'est un autre métier que la logistique industrielle des grands distributeurs. C'est sûr, mais ils ont une telle curiosité, ils ont une telle soif d'apprendre, dans tous les cas, ces distributeurs, que quand on voit au cadeau avec Monoprix, quand on voit les dark stores, la participation de Carrefour, etc., ils ne vont pas laisser passer le train. C'est-à-dire que quelque part, ils vont se greffer dessus, ils vont s'irriguer, et normalement, ils devraient y arriver. Quand même. Mais plus par accord
que par intégration pour l'instant. Oui, pour l'instant, aujourd'hui, c'est un peu comme ça que ça marche. Ouais. Il reste 6 minutes. Qu'est-ce que j'ai oublié? Un élément fondamental, en fait, qui est vous dans votre tête d'expert, mais qui n'est pas moi dans ma tête qui regarde ça d'un peu loin. Non, moi, un petit phénomène d'actualité qui m'a amusé, c'est Zara. Mais on n'est plus. Ah oui, on est dans le grand retail, quoi. Oui, voilà. Grand retail. Ça m'a amusé de voir cette enseigne qui finalement avait éclaté son modèle avec plein de petites surfaces, et est revenue à des grandes surfaces. Comme quoi, finalement, on parlait tout à l'heure des très grands hyper qui étaient un peu en difficulté. Zara, lui, refabrique des très très grandes surfaces de vente et ça marche. Donc ça veut dire que dans l'ensemble des sujets qu'on a vus là, la surface, size matters. La surface reste aujourd'hui un sujet qui est un sujet clé. La surface est un sujet clé et trouver la juste surface est compliqué. On a longtemps lu ces dernières années, voilà exactement, en disant là ces dernières années c'est small is beautiful. Et on voit qu'on a une grande enseigne comme Zara qui fait le phénomène inverse et qui trouve sa clientèle et qui trouve sa performance. Et ça, moi, je trouve que c'est aussi quelque chose que même les hypermarchés devraient regarder. Oui, parce que dans l'histoire de l'abonnement, il y avait aussi expérimenté le multiformat, justement, permettre aux consommateurs d'aller par lui-même expérimenter tous les formats. Vincent, un truc important que j'aurais oublié Il y a un truc qui me paraît important, c'est ce que j'ai vu de moi dans les observatoires qu'on a pu mener, c'est la souveraineté alimentaire. C'est-à-dire cette demande aujourd'hui, alors on est rentré quand même dans un cycle inflationniste. Oula, j'en sais rien ça, Vincent. Du calme. Pour l'instant, on est quand même... Grand débat. Mais un cycle, c'est le mot de cycle qui... Oui, voilà. Donc on a peut-être une phase d'inflation, on verra bien. Une période ponctuelle inflationniste, j'ai pas de souci. Peut-être que ça va pas durer, j'espère que ça va pas durer, mais en tout cas, il y a quand même, on s'aperçoit qu'il y a des enseignes et des difficultés d'approvisionnement pour certains produits. Aujourd'hui, vous prenez le vélo, par exemple, c'est très compliqué d'avoir un vélo neuf. Et donc, ça pose quand même pas mal la question du modèle demain qu'on veut pour la France, et je pense que l'élection, ça va être un moment important pour ça, du moment pour la France de décider quelle est la part des denrées qui sont vendues dans les supermarchés, les hyper, les machins, et qui sont souverains. Et ça, je pense que c'est un sujet dont on parle assez peu. Ouais, mais c'est important parce que si vous regardez la proportion aujourd'hui de ce qui est produit en France ou en Europe et qui est vendu dans les supermarchés ou les hypermarchés, je ne vais pas vous donner de chiffres. Bah si. Non, je vais pas vous donner de chiffres parce que ça fait très très peur. Mais pourquoi ça fait peur? Parce que c'est très faible. Pas peur, moi. Parce que c'est très faible. C'est très très faible. Et je vous assure que c'est très très faible. Et donc je pense qu'il y a un sujet là, mais qui n'est pas lié à l'alimentaire, qui dépasse d'ailleurs largement le cadre alimentaire, mais qui est un sujet de se poser la question de jusqu'où on est dépendant d'un certain nombre de pays, notamment dans l'alimentaire. Et je pense que ça fait partie des défis que les distributeurs... Parce que le sujet sur l'alimentaire était un sujet de santé. Globalement, l'histoire du Made in France, c'était pas de la souveraineté, c'était une forme de réassurance, parce qu'on se disait c'est français donc c'est bien fait, il y a moins de saloperies à l'intérieur, il n'y a pas les poulets lavés à la caution française, à l'eau de Javel, enfin voilà. La caution française, elle est importante. Bon, et tu crois, toi, que la notion de souveraineté maintenant va arriver on l'a vu pendant le couvre-feu, et pendant voilà, on a vu que les Français achetaient plutôt chez les petits producteurs, avaient une demande de bio, avaient une demande de produits locaux. Oui, mais pas pour la souveraineté. Ah, mais le mot parce que c'est meilleur pour moi. Moi, je posais carrément, carrément la question. Le mot souverain, il est ressorti plein de fois. Donc moi, je sais que c'est toujours un mot. Même moi, quand je l'utilise, je me dis quand tu utilises le mot souverain, oh là là, Vincent, qu'est-ce que tu fais ressurgir comme valeur par rapport à ça? Ouais. Bon, moi je vous dis, ça fait partie des sujets qu'il faut garder en tête. Karine, qu'est-ce que j'ai oublié? Enfin, on l'a pas oublié, on en a parlé, mais pour moi la transition alimentaire est probablement le mouvement le plus important dans la grande distribution. Ça impacte tous les consommateurs. Comme je disais, c'est 60% des consommateurs qui disent que ça rentre dans leur décision d'achat. Et tout va dans ce sens-là, que ce soit le cadre juridique qui va devenir de toute façon de plus en plus contraignant sur les emballages, sur les surfaces, etc. Donc c'est probablement... Sur les trajets surtout, en fait. C'est toute notre mode de consommation qui demande à être repassée au crible. Donc c'est vraiment un sujet qu'il faut suivre et sur lequel les consommateurs sont partis. Donc, Et juste pour terminer, parce que ça c'est quelque chose dont on parlait beaucoup et puis qui est en train finalement la disparition des caissières. Enfin, c'est-à-dire l'idée qu'il allait y avoir un bain de sang social en fait dans la grande distribution avec la digitalisation de l'ensemble des magasins. Moi, je me souviens d'avoir discuté avec le patron de Super U qui disait « Mais non,
Jamais. On les réaffectera ailleurs parce qu'on en a besoin. Mais c'est Voilà. ça. Oui, mais ça, c'est. Je pense que l'hôtesse de caisse, aujourd'hui, moi, je conseillerais aux hôtesses de caisse quand même de se poser la question d'un reclassement ou de penser à leur futur. Rodolphe? Alors, il y a eu des expériences qui ont été menées avec des magasins sans caisse, et donc sans caissière, entre guillemets, avec des caisses, mais sans caissière ou sans caissier, parce qu'il n'y a pas que des femmes, il y a aussi de plus en plus d'hommes, heureusement. Et donc, dans cette logique, ces expériences, très vite, on a remis des caissiers et des caissières, pour la simple bonne raison, c'est que la fidélité des clients, elle vient aussi de là. Je rappelle l'expérience de nos amis Tesco en Angleterre, qui avaient même mis en place ce qu'ils appelaient la slow lane, c'est-à-dire une ligne de caisse dans laquelle le caissier ou la caissière allait s'engager à prendre le temps de parler avec vous pendant qu'on allait faire la caisse. C'est vrai. Non. Si, c'est vrai. Et ça existe encore, ça, parce oui, qu'ils ont bien fait sûr. le truc, mais Non, pour te le montrer à toi, pour que ce soit dans les bouquins. Non, ça s'appelle slow lane. La slow lane. Et donc, à partir de ce moment-là, vous êtes une personne âgée, vous avez envie de prendre le temps à la caisse, vous êtes avec des enfants en bas âge ou quoi que ce soit, vous n'avez pas le stress, vous rentrez dans cette caisse, on va prendre le temps, on va se poser, et tout le monde. Et le Amazon Go, oui, mais toute petite surface. Amazon Quoi. Go, moi, je l'ai tu racontes éprouvé. ça dans ton bouquin. Ouais. Moi, je l'ai éprouvé. Je pense que c'est ça l'avenir. Je pense que mais toute petite surface. Je pense que la difficulté des tests qui ont été faits souvent, c'est que en fait, vous vous retrouvez à mettre vos paniers dans un truc, à scanner, à machin, à faire tout le boulot. Donc forcément, les gens préfèrent finalement que la caissière le fasse. Mais quand vous êtes dans un Amazon Go ou un Amazon Go Grocery, en fait, vous sortez comme ça librement. C'est très impressionnant. Je peux difficilement imaginer que je peux difficilement imaginer que les gens préfèrent la caissière après, parce que vous sortez, vous n'avez pas l'impression d'en payer, et puis c'est immédiat. Donc il y a plus. On paye quand même. Les amis, j'ai adoré. Pas de problème, on refera ça dans quelques mois. Merci. Ça va être absolument passionnant. Et on se retrouve demain pour Bismart.